Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. En voici les titres. Au cœur de l'actualité, la question de la révision de la liste électorale demandée par l'opposition. Un an après, des discussions s'engagent avec le ministre de la Justice, écho de sa rencontre avec le cadre de concertation de l'opposition. Et puis nous sommes à une semaine des négociations climat à Bakou et déjà des retombées pour le Bénin. Ça s'enchaîne après l'accord conclu avec la Norvège, un nouveau financement. On en fera le point avec le directeur général de l'environnement et du climat. À l'étranger au Sénégal, en attendant les résultats officiels provisoires des élections législatives, les médias locaux annoncent déjà la victoire du PASTEF, le parti au pouvoir, écho d'effondrement d'immeubles en Tanzanie et de ce qui fait l'actualité aux États-Unis. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aussi à notre invité, l'invité du journal, Florent Kwaouzouti. Vous êtes le conseiller à la culture du ministre de la Culture et du Tourisme. Vous êtes là pour nous parler du Salon du Livre, un espace jouissif pour la lecture qui s'ouvre demain. On vous retrouve dans un instant. Très bien. Dans un instant, parlant d'espace jouissif, un moment jouissif, cette fois-ci lié à l'exploit, ce qu'on peut considérer comme tel des Guépards en Libye, avec cet accueil enthousiaste à l'aéroport des Guépards du Bénin après la qualification décrochée hier en Libye. Le 11 béninois a réussi à tenir en échec l'adversaire libyen au bout d'un match nul. Les Guépards font revenir ainsi le Bénin dans la cour des grands du foot du continent à la CAN après 5 ans d'essais infructueux. Un pas vers des sommets qui s'apprécient, comme on peut le voir dans l'accueil fait aux Guépards à leur retour ce soir de la Libye à l'aéroport Ulvaeus Balogun. C'est un jour mémorable pour le Bénin. Alors que les Guépards du football reviennent victorieux de la Libye où ils ont décroché leur qualification tant attendue pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'ambiance est électrique à l'aéroport international Cardinal Bernardin Cantine Cotonou. Une foule immense de supporters est venue accueillir les Guépards du football. Nos malheurs ont créé du bonheur, je dois dire, et ça fait plaisir d'avoir ce bain de foule, de sentir l'atmosphère du peuple béninois, la joie du peuple béninois. On s'était bien organisé et l'équipe a pris forme quand même depuis un bon bout de temps. Et moi je l'attendais cette qualification, mais c'était des circonstances compliquées avec un match très chaud et avec un contexte difficile. Mais on est sorti vainqueur pratiquement de cette épreuve et on est très content pour le Bénin. Direction l'esplanade de l'Amazone. C'est un nouvel élan pour le football béninois. Aujourd'hui, nous accueillons les Guépards. Pour la première édition, les Guépards sont qualifiés. Ça veut dire que nous n'allons plus manquer à aucune compétition africaine. Les prochaines éditions de matchs que nous allons livrer en mars, en juin, en septembre sont pour la qualification pour la Coupe du Monde. Nous ambitionnons d'aller le plus loin possible. Et c'est pour ça que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour continuer de vous appuyer. Les Guépards de retour ont le cœur rempli de fierté et l'ambition de briller au Maroc en 2025. On croise les doigts pour 2025 au Maroc. Pour le moment, on festoie. La joie de la qualification a été ressentie en direct face aux écrans, mais aussi de près par les supporters béninois qui ont eu le privilège d'assister au match en Libye. Nos reporters Blaise Adanko et Mathieu Soken ont recueilli à chaud en vestiaire les réactions de quelques membres de la délégation béninoise en Libye. On écoute. Ça n'a pas été facile, il fallait tenir sur ses jambes dans ce Tripoli International Stadium, mais ils l'ont fait, ils ont réalisé le rêve de 12 millions de Béninois. Les Guépards sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Après 2019,
Ils seront cette fois-ci au Maroc, à côté bien évidemment de l'Égypte. Oui, ceux-là qui ont été les combattants sur le terrain. Le tout premier, c'est bien évidemment le sélectionneur Gernot Rohr. Lui, il a forcément cru en cette qualification. Il a cru à ces jeunes joueurs qu'il a convoqués pour l'équipe nationale. Eh bien, Gernot Rohr, félicitations. On va dire que le rêve, il s'est réalisé. Oui, c'est pas un rêve, je pense c'est un projet qui s'est réalisé. On était venu pour rajeunir l'équipe, pour avoir un groupe cohérent, un groupe conquérant aussi, et surtout solidaire. On a vu cette solidarité aujourd'hui, et ça n'a pas été facile. Vous avez vu la fin du match, vous avez vu l'adversaire, vous avez vu l'ambiance. On avait encore un blessé hier, qu'il a fallu remplacer au dernier moment. Donc ça n'a pas été simple, mais la solidarité du groupe, et puis ces jeunes qui ont apporté toute la fraîcheur, et les anciens qui les ont accueillis, ça donne une équipe vraiment très intéressante. On voulait sortir de ce match avec la qualification. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs, ce nouveau groupe. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui sont en train de faire la fête au pays. On leur a offert ça. Et j'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Parce que venir ici et aller chercher un nul, c'est quelque chose. Le meilleur défenseur, on est à la CAN, les champions. C'était quelque chose de pas facile parce que vraiment, on a eu un public chaud et on savait qu'ici ça allait être dur. Vous avez promis l'enfer. Et on a réussi à maintenir notre cap, à être solidaire, à être costaud défensivement. Et voilà, ça a payé, donc on est tous très contents. Les Guépards et leur capitaine ne croyaient pas si bien dire, oui, c'est la fête au pays et ça se poursuit. D'ailleurs, 24 heures après, les férus du Curon dans la ville de Porto-Novo jubilent aussi à la qualification de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut des fan zones où ils ont suivi à la télé le match décisif contre la Libye. Calvador Amanou, Doris Nathalie Olabi ont capté les instants d'éruption de sensations. On les partage ici. Ici, à Porto-Novo, les supporters de l'équipe nationale n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Cafétéria, marquises et autres lieux drainent du monde pour ce match Bénin-Libye. Un match décisif, tant pour les Guépards que pour ses supporters bien concentrés. Le score c'est à 0-0 pour le moment, mais le Bénin est en train de dominer. Il y a espoir. Le Bénin n'a qu'à tout faire pour gagner ce match. Et le vœu est exaucé. Avec un score de 0 but partout, le Bénin est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 au grand bonheur de ses supporters. Grande la joie qui m'anime ce soir de voir l'équipe nationale de mon pays qualifiée. Vraiment, ça témoigne l'effort consenti par le gouvernement pour la promotion du sport au Bénin. L'entraîneur de l'équipe nationale a su jouer les cartes. Le match, c'est dur, mais il y a trop de sifflets. Le Bénin est qualifié, il n'a qu'à revoir sa copie. S'entraîner fort pour aller au Maroc. L'équipe nationale du Bénin et ses supporters retrouvent ainsi le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations après l'épopée de 2019 en Égypte. Autant que les citoyens ordinaires, les dirigeants du Bénin aussi sont heureux de la qualification des Guépards. À la suite du gouvernement, sur son site officiel, le président de l'Assemblée nationale, à sa suite, félicite les Guépards ainsi que leurs encadreurs. Arnaud Adadia rapporte ici la substance des mots de Louis Vlavon. Nos vaillants ambassadeurs du football viennent de nous offrir une belle leçon de courage, de détermination et d'amour pour la patrie. Cette qualification est une preuve supplémentaire que lorsque nous unissons nos forces et nos talents, nous pouvons accomplir de grandes choses. Au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom propre, je tiens à exprimer ma fierté et mes encouragements à toute l'équipe, au staff technique et à tous les acteurs du football béninois qui travaillent inlassablement pour hisser notre drapeau toujours plus haut. Chers Guépards, nous sommes derrière vous pour écrire ensemble une page mémorable de notre histoire sportive au Maroc en 2025. Vive les Guépards, vive le Bénin!
Eh bien, nous allons tous porter le maillot des guépards. Au cœur de l'actualité aussi, le salon du livre qui s'ouvre demain. Nous recevons à ce sujet le conseiller à la culture du ministre de tutelle. À nouveau, bonsoir, Monsieur Florent Zotti. Les livres, ça vous parle, vous êtes un écrivain. Demain, donc, c'est un moment particulier pour vous, mais pas seulement. Vous convoquez, vous invitez les jeunes au cœur des attractions de ce salon. C'est la trame thématique, les livres de jeunesse. Quel est le point de départ de cette orientation pour le salon 2024? Nous avons constaté, merci beaucoup de m'avoir invité, nous avons constaté que partout ailleurs dans le monde, le livre pour enfants est un outil privilégié pour les éditions et toute la chaîne du livre, de pouvoir à chaque fois faire en sorte d'inviter ce livre-là qui a une caractéristique particulière, c'est que ce livre est codé pour enthousiasmer les enfants. Et donc, on s'est dit que partout dans le monde où il y a effervescence autour du livre de l'enfant, il fallait créer à notre tour un salon du livre qui fasse justement un effet sur les petits dévoreurs de mots. C'est ainsi qu'on a intitulé le thème. Le thème, c'est littérature jeunesse, les petits dévoreurs, le monde des petits dévoreurs de mots. Alors, nous avons voulu faire en sorte que, premièrement, que la littérature de la jeunesse puisse être entendue, vue et lue. De l'autre côté, nous savons que les jeunes ont des difficultés à lire, et donc on met un accent particulier sur ces jeunes-là en se disant que non seulement ils seront les contributeurs futurs de la trame du livre, mais également ce seront, on touche du doigt, des écrivains, parce qu'on va les éduquer justement à la lecture, à la pratique de la lecture, et à faire en sorte qu'ils aient tous les ingrédients nécessaires pour se former et pour être de futurs agents de développement de la lecture et surtout du livre. Tel que vous en parlez, on sent chez vous de la nostalgie de certaines pratiques, habitudes du livre de jeunesse, des bandes dessinées. Moi aussi d'ailleurs, je le confesse. Non seulement des bandes dessinées, du livre illustré et du livre qui est conçu uniquement pour les enfants. Et d'ailleurs, par rapport à cela, les thèmes qui déclinent du thème général indiquent fortement que, par exemple, lorsque l'écrivain veut produire un livre pour enfants, est-ce qu'il est à même de traiter des sujets aussi sensibles que, par exemple, la mort, que la violence, et que le sexe, par exemple. Ce sont des sujets que les écrivains, écrivains vont explorer à l'occasion de cette... parce qu'il y a des tables rondes, parce que, bon, on fait de manière classique ce qui se fait dans les salons du livre. Donc, il y aura des tables rondes avec des problématiques de ce genre-là. Comme les contenus qui sont mis dans les livres auxquels les jeunes, les adolescents y ont accès, parce que c'est une problématique. Il y a des questions qui clivent, notamment des sujets de l'homosexualité et autres, qui transpirent à travers non seulement les livres, mais également la télévision, etc., les canaux. Absolument. Une chose est de créer de la gourmandise textuelle chez les jeunes, textuelle, j'ai bien dit, pas de mauvais jeu de mots, mais en même temps, il faut interroger les contenus. Et ça sera mis à débat au cours du salon. Absolument. Très bien. On aura 6 thèmes à débattre, mais qu'ils déclinent tous du thème principal. On peut les visiter sur un site? Oui, on peut les visiter sur le site du gouvernement. Très bien. Sur le site de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, qui est le bras opérationnel du ministère. Et donc, tout est inscrit sur ce site-là, où on a le programme qui commence demain déjà, et qui finit le samedi, où il y a de l'animation, parce qu'on ne peut pas faire un salon sans animation. Pour jeunes sans animation. Des ateliers de contes, des ateliers... Alors un salon, ce sont aussi des rencontres intéressantes. Est-ce qu'il y a des auteurs, j'imagine, de livres pour jeunesse que vous invitez? Oui, vous savez très bien que un salon de livres, la figure de proue de ces salons-là, c'est les écrivains. Absolument. C'est, entre guillemets, les stars. Vous en avez dégoté pas mal? Pas mal. Par exemple, Eugène Ebodé, qui est un écrivain d'origine camerounaise, mais qui siège à l'Académie royale
des arts et des sciences. Des Béninois aussi? Des Béninois aussi. On a Gaston Zossou, on a Kako Maouillon, on a Lalina Gbado Béatrice. Florent Kouazouti aussi dans le livre de jeunesse, non? Ça va venir. J'en ai écrit pas mal de livres de jeunesse, mais je ne serai pas là parce que moi je suis derrière, derrière l'organisation. Absolument. On vous promet, M. Florent Kouazouti, vous nous mettez de l'eau à la bouche, en tout cas pour les amoureux des textes, notamment des livres, mais surtout des livres de jeunesse. On vous promet de faire écho à tous les rendez-vous de ce salon qui court jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi, surtout nous invitons le public des jeunes, le public des adultes aussi, toute la famille peut venir s'abreuver à bonne source et permettre à cette littérature de rayonner. Parce que nous avons besoin que cette littérature rayonne, non seulement pour le développement intellectuel des enfants, mais également pour le développement de toute la filière du livre. S'abreuver, mais de textes très intéressants, de livres de jeunesse, mais aussi savourer, prendre du plaisir. C'est sans doute aussi le prétexte de l'organisation de ce salon, prendre plaisir. Prendre plaisir. Prendre du plaisir à lire. C'est cela que nous voulons, prendre plaisir, fusionner avec le public et les écrivains et le public et les éditeurs et toute la chaîne du livre. Ça fait du bien à l'esprit, surtout par ces temps de digitalisation. On est très accro au clavier. Merci beaucoup à vous, M. Florent Kouazouti, d'être venu nous mettre de l'appétit, de l'appétence autour du salon du livre qui s'ouvre demain. Merci beaucoup. Merci de rester avec nous sur l'actualité sur la chaîne nationale. Dans l'actualité, le retour de cette préoccupation de l'opposition, la révision de la liste électorale. On se rappelle que le 27 novembre 2023, le chef de l'État a fait donner son accord de principe pour cette requête de l'opposition. Un an après, les lignes bougent. Le ministre de la Justice a reçu hier l'après-midi le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. Les deux partis ont échangé sur le mécanisme de mise en œuvre de la demande formulée. Qu'est-ce qui se dessine? Écoutons ici à ce propos le ministre Yvon Détieno à l'issue de la rencontre. La rencontre que nous avons eue ce soir avec le cadre de concertation des partis politiques fait suite à une rencontre qu'ils ont tenue le 27 novembre 2023 avec le chef de l'État, au cours de laquelle le Parti des démocrates avait émis le souhait d'auditer le fichier électoral. Cette demande a été accueillie par le chef de l'État qui avait donné un accord de principe pour cette révision du fichier électoral à leur demande. Et le 8 novembre 2024, effectivement, le chef de l'État a reçu d'un cadre de concertation des partis politiques constitué du Parti des démocrates, du Parti Grande Solidarité républicaine, du Parti Mouvement populaire pour la libération et du Parti Nouvelle Force nationale, a reçu une lettre portant de audit du fichier électoral avec un projet de thème de référence sur l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État a souhaité que, responsable des relations avec les institutions, je reçoive le cadre de concertation pour marquer au cadre de concertation que la promesse qu'il a faite sera tenue et que donc, désormais, il s'agit de mettre en œuvre la demande qui est formulée. Aujourd'hui, nous avons ensemble discuté de comment mettre en œuvre cette demande et le fruit de nos discussions va se formaliser dans les jours à venir. L'autre instrument majeur utile au bon déroulement d'une élection, c'est le code électoral. La Cour constitutionnelle mobilise son personnel à l'appropriation de ces dispositions. Au démarrage de l'immersion au siège de l'institution, Alain Sochoumain, Ernest Tétego. En 2026, le Bénin connaîtra pour la première fois l'organisation des élections générales. La Cour constitutionnelle, ayant une grande responsabilité dans le processus, outille son personnel pour une meilleure compréhension du code électoral devant régir ces élections. Il s'agit notamment des assistants juridiques, des conseillers, des membres du secrétariat général et du cabinet du président de l'institution. Nous aussi, nous avons besoin d'outils pour travailler. Et nos outils ici à la Cour constitutionnelle, c'est premièrement la Constitution, puisque notre institution, c'est l'institution qui donne vie
à la Constitution. Mais en plus, en matière électorale, il y a le code électoral. Et il ne suffit pas d'avoir une loi. Il ne suffit pas de savoir lire une loi pour la maîtriser. Il faut échanger sur la loi. Il faut discuter. Et c'est pour ça qu'il est important que nous nous réunissions autour de cet outil qu'est le code électoral, qui a été toiletté, comme vous le savez tous, notamment par rapport aux élections générales, qu'on n'a jamais connues dans notre pays. Donc nous serons les premiers à devoir gérer ça. Comment y arriver? On doit se poser des questions dès maintenant. En matière électorale, l'ouvrage est toujours sur le métier, c'est-à-dire que la réglementation électorale continue de connaître des mutations. Il y a eu les mutations profondes de 2013, il y a eu celle de 2018, celle de 2019, il y a eu celle de 2020 et il y a les innovations de 2024. Durant 2 jours, ces acteurs suivront des communications censées leur apporter de quoi comprendre la substance du contenu du nouveau code électoral pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Visite au Bénin d'une délégation du Parti communiste chinois pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La délégation chinoise était hier l'hôte du Parti Union progressiste Le Renouveau, au centre des échanges, le modèle de développement chinois. William Aguiar, on sait cela savant. L'Union progressiste Le Renouveau à l'école du Parti communiste chinois. C'est un nouveau pas dans la coopération entre les deux formations politiques. Un cadre d'échange d'expériences pour un renforcement des capacités du Parti de la vague jaune qui aspire à la gestion du pouvoir d'État. Nous accueillons avec ferveur, avec joie, la présente manifestation. Nous sommes très impatients à vous écouter sur l'expérience que nous savons déjà pertinente du Parti communiste chinois dans le cadre de la gouvernance de l'État de Chine. Je voudrais vous rassurer que les échanges qui auront lieu seront des échanges francs, des échanges sincères, des échanges de vérité. Et à la fin, nous allons tirer le meilleur pour nos deux formations politiques. Le Parti communiste chinois se réjouit de cet acte de confiance politique mutuelle qui vient renforcer le brassage entre les deux partis. En 2023, le président Talon a effectué une visite d'État en Chine. Et avec le président Xi Jinping, les deux chefs d'État ont relevé les relations bilatérales à un nouveau palier. Pour le pouvoir au service du peuple, l'Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois s'engagent à consolider leur coopération et à travailler au renforcement de l'axe Cotonou-Pékin. Et quoi, présent des budgets de nos différents ministères après le grand oral des ministres au Parlement. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation pour l'année 2025 s'élève à un peu plus de 29 milliards de nos francs, soit une augmentation de 19%. Budget défendu par la ministre de tutelle devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Voici le point fait par la ministre Aurélia Dame-Soulé-Zoumarou aux médias. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation est d'un montant pour la gestion 2025 de 29 milliards de francs CFA, un budget en augmentation de 19% par rapport à 2024, l'année en cours, qui était de 24,3 milliards. Donc c'est un budget naturellement qui va nous permettre de poursuivre la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement, d'intensifier les efforts autour de nos projets dans le secteur du numérique et dans le secteur des médias. L'année 2025 va être une année de mise en œuvre de projets très structurants, très impactants. Nous avons d'ailleurs commencé déjà en 2024, bien entendu, mais l'année prochaine, nous aurons plusieurs projets par rapport au programme d'action du gouvernement numérique, le haut débit, le très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, le développement des compétences numériques, l'opérationnalisation du décret sur les startups. Beaucoup de projets, beaucoup d'activités dans le secteur du numérique. Et le secteur des médias n'est pas du reste, puisque
Nous aurons également à ce niveau-là des contenus de qualité qui vont venir à l'écran. Nous avons des chaînes de télévision publique, les médias de la SRTB, et des chaînes de radio, donc 3 chaînes de télé, 4 chaînes de radio. Et en 2025, la chaîne de télé Bénin TV Alafia, qui est une chaîne en langue nationale, va voir le jour. Donc c'est autant de choses structurantes qui vont venir et qui expliquent pourquoi nous avons pu avoir une affectation de ressources supplémentaires. Donc c'est ce que j'ai présenté aux honorables députés qui ont été très enthousiastes, qui ont eu beaucoup de questions, qui ont fait beaucoup d'observations aussi pour contribuer à la bonne mise en œuvre des choses. Ils ont également apprécié l'évolution de notre pays dans le secteur du numérique et ont fait des recommandations pour la bonne mise en œuvre des réformes dans le secteur des médias. La ministre du Travail et de la Fonction publique a présenté aussi son budget autour de 8 milliards de francs CFA. Voici les précisions faites par la ministre Mathis Adidiatou. Le dit projet est arrêté à la somme de 7 milliards 995 millions de francs CFA contre un budget de 7 milliards 634 millions de francs CFA au titre de la gestion 2024, soit un taux d'accroissement de 4,07% correspondant à 312 millions d'augmentation. Les 4% d'augmentation correspondent à une augmentation de 300 millions de francs, comme je l'ai dit tantôt, destinée au paiement des salaires des agents qui ont été mis à la disposition du ministère du Travail et de la Fonction publique à la suite de la dissolution de certaines structures. Donc on les met à notre disposition et par la suite d'autres ministères sollicitent leur emploi et nous les remettons à disposition. Donc en attendant qu'ils soient redéployés vers d'autres départements ministériels, les ressources nécessaires pour le paiement de leurs salaires sont mises sur le budget de l'année 2025 de notre ministère. Les députés ont beaucoup félicité le ministère du Travail et de la Fonction publique pour la modernisation surtout de la gestion des ressources humaines de l'État, ce qui leur évite les déplacements intempestifs, l'abandon des postes à la recherche des aides de carrière et ce qui leur réduit aussi les frais de déplacement parce que les salaires, il ne faut pas les utiliser à des frais de déplacement de façon continue. Ils ont également apprécié la réforme des retraites qui fait qu'aujourd'hui, au niveau du Fonds national de retraite du Bénin, vous êtes admis à la retraite, votre salaire est coupé et à la fin du mois qui suit, vous avez votre pension. Direction Bakou pour avoir les échos d'un nouvel accord signé et conclu par le Bénin aux négociations climat. Voici les échos avec le directeur général de l'environnement et du climat interrogé par notre envoyé spécial William Tchoki. Il faut dire déjà qu'avant de venir à la COP28 à Dubaï, nous sommes entendus avec le ministre du cadre de vie qui a donné son autorisation pour l'organisation l'affaire sur l'adaptation. La convention, le protocole d'accord était signé par le ministre et à la COP Dubaï, on s'est retrouvés pour apprécier le contenu, qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette convention, ça a été validé à la COP de Dubaï. À cette COP, nous avons défini les mécanismes de mise en œuvre. Et les premiers sous, donc si je puis m'exprimer comme ça en griffe, seront versés au niveau du Bénin pour permettre au Bénin de démarrer les premières réunions avec les parties prenantes pour identifier tout ce qui est mesure d'adaptation. Nous n'avons pas de problème à ce niveau parce que le Bénin a déjà un plan national d'adaptation, a défini ses domaines de vulnérabilité. Donc les mesures d'adaptation au niveau du Bénin sont connues, donc on ira très vite. Donc à cette COP, nous avons validé ce mécanisme, cette feuille de route pour aller au premier financement. La deuxième convention a été signée par le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État, Wada était présent, et a signé un accord avec la Norvège. Et cet accord a deux objectifs. Le premier, c'est le renforcement de capacité des cadres béninois qui travaillent sur le marché carbone. Ça, c'est très important. Le deuxième, c'est l'accès au marché carbone norvégien qui permettra au Bénin de pouvoir faire circuler ces crédits carbone plus librement.
À présent, une maladie dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme, la dengue, qui se manifeste presque de la même manière mais beaucoup plus dangereuse, et l'automédication à ce sujet est fatale. Nous vous proposons de suivre dans notre dossier santé de mieux connaître la dengue pour la prévenir et la traiter, surtout quand elle s'installe. C'est avec Heureuse Dalonde et Igor Ayosa. Même si la terre est fils en soupe, nous avons dit mon doumé, tamba, Antoine de Medouéa. Ils confirment tous qu'en pleine journée, ils se font piquer par des moustiques. Mais ils ignorent que par ces piqûres de moustiques, ils peuvent attraper une maladie autre que le paludisme, appelée la dengue. Lorsque vous êtes au travail et qu'il y a des moustiques qui vous piquent sur la jambe, là, dans les 80% des cas, si vous regardez ces moustiques-là, ce sont les Aedes. Les moustiques responsables appelés Aedes aegypti s'organisent pour sévir de façon tentaculaire face à une population ignorante. Mais en réalité, c'est quoi la dengue? La dengue, c'est une maladie fébrile virale qui est due à la piqûre d'un moustique. C'est un moustique qui pique dans la journée. On appelle moustique tigre. Ça a un pelage noir tacheté de blanc et assez géant. C'est différent du moustique qui pique la nuit et qui donne le paludisme. Où est-ce qu'on les trouve? C'est essentiellement autour de nous, dans les jarres, les canaries. Lorsque ces jarres et canaries contiennent l'eau et c'est abandonné, les pots de fleurs qu'on dépose dans le jardin. Et puis aussi, tout autour de nous, les pneus abandonnés, les carcasses de voitures abandonnées, les fûts abandonnés, tous ces récipients, lorsque ils contiennent l'eau, les moustiques peuvent aller pondre les œufs et ces œufs vont devenir des larves. Il y a plusieurs formes de dengue, notamment nous avons la dengue classique qui est moins grave et qui va le plus souvent évoluer favorablement vers la guérison. Et la forme hémorragique survient très souvent quand il y a co-infection. C'est-à-dire, par exemple, le patient est infecté à la fois par le type 1 et le type 2, ou bien le type 1 et le type 3. Là, les symptômes hémorragiques arrivent très vite que quand c'est seulement un seul virus. Le mode de fonctionnement du moustique responsable de la dengue et ses caractéristiques physiques n'ont rien à voir donc avec le moustique vecteur du paludisme. Selon l'OMS, les symptômes de la maladie apparaissent 3 à 14 jours après la piqûre par le moustique infecté. Elle touche les nourrissons, les enfants à bas âge et les adultes. Parmi les symptômes, nous avons la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Au niveau du palud, il n'y a pas les douleurs rétro-oculaires qui se sont aussi accentuées. Mais parfois, au niveau de la dengue, très souvent, on observe ça. Et aussi la photophobie. Le soleil ou bien les lampes allumées, ils ne supportent pas. Il est important d'éviter la maladie à travers notamment l'assainissement de notre milieu de vie. Un rapide tour à l'étranger pour clôturer ce journal. Ça va? Les élections législatives au Sénégal ont marqué un tournant politique important. Le parti présidentiel PASTEF, mené par Ousmane Sonko, est en train de consolider sa domination. Selon les médias locaux, il aurait remporté une large victoire dans certains bastions, y compris ceux longtemps acquis par le pouvoir sortant. En exemple, la région de Fatick, une région considérée comme le berceau politique de l'ancien président Macky Sall. Fatick, où Macky Sall avait bâti sa carrière politique en tant que maire en 2009, n'aurait pas répondu à ses attentes. Les électeurs semblent avoir exprimé leur volonté de changement, marquant un désaveu pour l'ex-chef d'État et sa coalition. Ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ils n'ont pas d'argument pour dire ceci ou cela. Donc, on attend qu'ils fassent ce que la population attendait d'eux. Qu'ils travaillent maintenant. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien.
Les résultats officiels provisoires des législatives du dimanche dernier au Sénégal sont attendus pour ce mardi. Des familles en deuil, elles pleurent les victimes de l'effondrement du bâtiment de 4 étages situé à Kariako, le marché le plus fréquenté de ce pays d'Afrique de l'Est. Nous sommes en Tanzanie. Le bâtiment s'est écroulé pendant que des clients y faisaient leurs courses. Les causes de l'accident ne sont pas connues, mais des témoins ont déclaré aux médias locaux que les travaux d'agrandissement du marché souterrain avaient débuté vendredi. Le bilan fourni par la présidence tanzanienne faisait état de 13 morts. Le visage... Voilà, nous arrêtons ce journal sur cette dernière actualité triste en Tanzanie. Merci pour votre fidélité. On aura d'autres échos de l'actualité internationale, notamment aux États-Unis dans les prochaines éditions. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.